On va se parler d'une question qui revient souvent quand on est à la tête d'une rédaction qui ne fait que de l'innovation et de la tech, ou comme moi qui ai été journaliste tech à LCI pendant 21 ans. Quand on voit des startups, quand on vient à Station F, alors d'abord il y a un truc, c'est que tout à coup on devient une espèce de rockstar et on vous arrête en disant oui mais c'est vrai, on essaie de vous pitcher et surtout, on vous pose la question, mais comment je fais pour parler dans les médias? Surtout quand on est au début de l'histoire, quand on n'est encore pas forcément très structuré, qu'on est un founder, on a peut-être un CTO, bref. Et donc la question se pose souvent. Donc vous avez maintenant une brochette de professionnels de la profession qui vont vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire, avec Richard Menveux que je ne présente pas, avec Natacha Horto que je vais présenter, enfin qui va se présenter. Bonjour, enchantée. Merci à Fanny pour l'invitation. Bonjour Richard. Bonjour Cédric. N'hésite pas à coller ton micro sur le menton. Voilà, colle-le au menton comme ça on t'entendra bien. Donc je suis du côté communication et relations presse, quand Richard et Cédric sont du côté journalisme. Et donc j'ai fondé une agence qui s'appelle Earlycom en 2011, donc ça fait 13 ans. J'ai commencé comme freelance et puis progressivement j'ai recruté. Et du coup, voilà, je suis habitée par la passion des médias et des journalistes et de l'information, autant que les journalistes eux-mêmes. Et je crois que Cédric va nous interroger là-dessus. C'est moi qui vais vous interroger. Oui, c'est moi, pour une fois, je suis obligée de lui reprendre le micro. Il a tellement l'habitude de parler de l'idée. Puis en plus, il est amoureux du son de sa propre voix, donc faut lui retirer, quoi. Non, mais il n'y a aucun souci, Natacha, c'est des blagues entre nous. Alors, on se connaît tous de longue date, en fait, aussi, puisque moi aussi, avant d'être Startup Programme, j'étais journaliste. Et donc, Richard Menveux, rédacteur en chef de French Web, on ne le présente plus. Voilà, French Web, on est l'un des médias historiques de la scène française, puisqu'on est né il y a 15 ans maintenant, il y a même 16 ans d'ailleurs. Et on essaye de promouvoir à la fois l'écosystème, mais surtout essayer de permettre d'identifier de nouvelles innovations dans tous les domaines, de l'agriculture au spatial, en passant par le retail, les sciences, la santé, bien entendu. D'essayer de comprendre qui sont les acteurs sur le marché qui développent ces innovations, qui les développent en collaboration aussi avec ces innovateurs, de manière à ce que des grands groupes et d'autres acteurs de nos écosystèmes puissent exploiter ces innovations de manière de manière plus industrielle. Donc ça, c'est notre métier au quotidien. Et bien entendu, on essaye d'échanger avec chacun d'entre vous le mieux possible. Et je vais laisser Fanny continuer. Donc voilà, et Cédric Ingrand, donc avant d'être animateur, et maintenant tu travailles... Est-ce qu'on peut dire que tu travailles en agence de presse maintenant? Alors j'ai cofondé avec une agence, une société de production et des studios de production de télé, de podcasts, etc., pour des clients corporate. Donc voilà, je suis passé de l'autre côté. Après 20 ans à peu près de LCI, TF1. Après 30 ans de journalisme et 21 ans à TF1. Ouais. Voilà, donc la question, c'est une des questions qui revient très régulièrement, c'est comment, Fanny, on peut passer à la télé, comment on peut passer à la radio, comment je peux avoir un article à French Web ou dans les Échos, ou dans les pages saumon du Figaro, voilà. parce que c'est celui que lit ma maman, enfin ce genre de choses. Voilà, mais le but, c'était de vous donner une réponse avec des experts. Et puis, il y a aussi la grande question, c'est pour parler aux médias, il y a un métier qui est hyper important entre les deux, entre la start-up, l'entreprise et le journaliste. Il y a le groupe des attachés de presse. Et donc, du coup, on a fait venir Natacha, qui elle accompagne énormément de start-up aussi. Donc, la première question que je vais vous poser, au final, c'est à quel moment et pourquoi il faut venir parler aux médias? Parce que c'est bien de voir passer à la télé ou à la radio, mais il y a un moment pour ça. C'est comme en comédie, le timing fait tout. Aller parler trop tôt, c'est perdre une opportunité plus tard. Parce que vous ne pouvez pas être la salade fraîche du jour 2 semaines de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, vous pouvez pas être la barquette de Garriguette, voilà, trouver toutes les analogies que vous voulez, mais c'est difficile de passer au second round. Il faut avoir une deuxième chose à dire et pas juste la première. J'essaie de voir si Natacha secoue la tête. Donc d'abord, choisissez votre moment. Votre simple existence n'est pas une info. Il faut que vous ayez quelque chose à montrer, de préférence. Donc, se déclarer trop tôt, c'est se tirer une balle dans le pied pour plus tard. Et après,
problème de la start-up tel que je l'ai vécu au travers de tous les gens rencontrés ici et ailleurs, c'est que la première tentation, quand on est une bande de jeunes, c'est de tout faire soi-même. Et pas de ne pas aller acheter des compétences ailleurs, ou de ne pas aller acheter du consulting, ou de ne pas se payer les services d'une agence. Alors d'ordinaire, c'est un truc sur lequel parfois on revient, tout simplement parce qu'on s'aperçoit de la somme de travail que ça demande. En gros, vous décidez des journalistes que vous voulez viser. Ça veut dire déjà savoir quel média, quel journaliste précisément, parce que envoyer un mail à contact avec lefigaro.fr, ça ne sert à rien. Mais ça veut dire aussi s'intéresser à ce qu'ils font le reste du temps et pas viser à côté. Donc en fait, c'est plein de questions à vous poser, à la fois sur le timing et sur le ciblage. C'est exactement le point du ciblage, hein. C'est vraiment le point de départ. Le sujet, c'est de comprendre en fait quel est d'abord votre objectif. Est-ce que vous levez des fonds? Est-ce que vous cherchez à parler à vos clients, qu'ils soient B2B, qu'ils soient B2C? À partir de ce ciblage, vous allez pouvoir identifier les médias qui sont en adéquation avec cette cible. Aujourd'hui, si par exemple vous cherchez à développer votre portefeuille client consommateur, c'est pas chez French Web qu'il faut aller. Nous, on adresse principalement les fonds d'investissement, les grands décideurs. Le consommateur, ça va être plutôt un télématin, ça va être d'autres médias qui savent faire ça très bien. Donc identifier, donc déjà bien définir en fait l'objectif de votre communication, parce que bien entendu vous allez avoir plein de communications au fil de l'année, donc des communications corporate, des communications produits, des communications pour mieux recruter, pour faire connaître votre entreprise, voilà, à des candidats, à des talents. Donc à vous d'abord de travailler sur ce ciblage et à partir de là, commencer à faire votre matching avec les bons médias. Bien entendu, je vous invite à travailler avec des agences, avec des intermédiaires qui, eux, connaissent parfaitement en fait l'échiquier. Ils savent qui on est, ils savent comment on travaille et surtout, ils savent qui sont les personnes au sein des rédactions qui opèrent ces sujets. Donc, il y a vraiment un travail d'alignement à opérer, éviter de passer du temps à justement regarder qui sont tous les journalistes dans une rédaction. Vous allez perdre vraiment votre temps. Je pense que vous êtes qui va être beaucoup mieux utilisé pour le développement de votre boîte. Mais par contre, voilà, essayez de faire le bon matching sur la partie journaliste. Alors, Natacha, justement, toi, ton travail d'attaché de presse, c'est de repérer. Comment ça se passe au quotidien? À quel moment on vient te voir ou on devrait venir te voir et quelle est ta relation justement avec ces journalistes? Comment tu l'entretiens? Alors, pour répondre à la première question qui est à quel moment communiquer, c'est au moment où vous avez quelque chose à dire aux médias et qui ne soit pas uniquement centré sur votre produit ou sur vous-même, mais qui puisse intéresser votre écosystème et qui soit par exemple votre expertise dont vous pouvez faire part ou bien alors commenter l'actualité. Par exemple, en ce moment, c'est un petit peu la guerre entre OpenAI et puis Llama 3 dans l'IA. Si vous pensez qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre, si vous les avez testées, ça peut être le moment d'en parler à un journaliste qui traite l'IA au quotidien. Ce qu'on appelle les tribunes, du coup. Les tribunes ou plutôt newsjacking, en fait, pour rebondir sur une actu et voilà, donner votre avis en tant qu'expert pour être interviewé sur un article de fond qui va parler justement des différences entre, par exemple, OpenAI et puis Llama 3. Et ta deuxième question, c'était du coup, c'est à quel moment on vient te voir, justement? Comment ça se passe, l'entrée en matière avec un attaché de presse? C'est quoi les étapes pour avoir un attaché de presse? Alors, je suis un peu plus sévère que Richard et Cédric tout à l'heure, parce que, en fait, j'essaie de toujours faire comprendre aux personnes qui viennent me voir comment les journalistes réfléchissent et ce qui les intéresse. Et j'essaie de faire comprendre que souvent, ce qui est très important pour l'entreprise ne l'est pas pour les journalistes. Par exemple, Cédric, tu disais une information pour vous ne l'est pas forcément pour un média. Il y a typiquement tous les labels. Il y a plein d'entreprises qui sont labellisées EcoVadis, Gold, Silver, Platinum. Et qui on s'en tamponne. Complètement.
Éperdument. C'est une information qui est majeure pour leurs clients, qui est majeure pour leur référencement dans les grandes entreprises, parce que du coup, elles peuvent être référencées et elles peuvent vendre aux grandes entreprises. C'est majeur pour les salariés, pour les partenaires, pour les clients de l'entreprise. Mais Richard, si je te parle d'une entreprise qui vient d'être labellisée Platinum... Super. On est super content pour Mais vous. pour rebondir justement sur ce que tu dis, parce que moi, nous, on travaille bien entendu avec les agences et sont d'excellents partenaires pour nous ou de très mauvais partenaires pour nous. Je tiens à être très clair là-dessus. L'agence qui va nous arroser justement au communiqué de presse sur la dernière labellisation X ou Y, on va la détester. Et par contre, l'agence qui va venir, qui nous connaît, qui sait justement le type de sujet que l'on traite, la manière dont on le traite et aussi le moment qui est le nôtre, parce qu'elles connaissent nos heures de fonctionnement, etc. Moi, par exemple, si vous m'appelez le matin, c'est même pas la peine. Je suis en édition. L'après-midi, par contre, je vais être un petit peu plus disponible. Donc ça, c'est un truc, vous, au quotidien, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, Natacha, elle est au courant. Elle sait me spotter. Elle sait s'il me faut m'envoyer un SMS, s'il faut m'envoyer un mail, s'il faut contacter la rédaction pour tel ou tel message. Et c'est là où l'agence est intéressante. Mais elle est intéressante pas simplement au niveau du contact. C'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'agence, elle est là pour vous aider à affiner votre stratégie, à poser justement ce que vous allez faire dans l'année en termes de prise de parole par rapport à vos objectifs de recrutement de talents, vos objectifs de recrutement de clients, vos objectifs de levée de fonds, parce que tout ça, ça se prépare. Et à ce moment-là, elle va établir un plan global qui va permettre justement de prendre la parole au bon moment par rapport à vous, vos objectifs, et de manière suffisamment anticipée. Parce qu'il y a des médias, nous on travaille de manière très haute, a priori. En fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai des sujets qui sont préparés déjà depuis plusieurs semaines. Dans le print, je vous en parle même pas. Ils sont sur des préparations à 2 mois. Donc tout ça, il y a des flux à connaître, il y a des flux à opérer. Et ça se gère. Ouais, je pense que c'est important de le souligner. On a ce qu'on appelle des agendas et que vous parliez de la presse papier, de la presse radio, de la presse web ou de la presse télé, ils vont pas avoir besoin de la même fraîcheur d'infos. En effet, la presse papier, on a des marronniers, des fois c'est à 3 mois. Les communiqués de presse de la Saint-Valentin, on les reçoit avant Noël, voire en octobre-novembre. Et les CP des produits de Noël, y compris en high-tech, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vendre on les reçoit en septembre. Ça peut commencer en août, oui. Voilà, ça peut commencer en août. Donc c'est pour dire, il y a ça aussi, c'est quel type de média, à quel moment je vais communiquer. Et là aussi, c'est un des savoir-faire de l'attaché de presse. Voilà. Vous avez compris, Cédric, il est dispo du 1er au 15 août. Je vous passerai son 06 après. Non, mais c'est comment dire, le péché mortel des relations presse, c'est le mauvais ciblage. C'est le très mauvais ciblage. Alors après, il y a des habitudes qui ont évolué avec le temps. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous dit que c'est la fin du communiqué de presse, mais c'est le truc dont on n'arrive pas à se défaire, en fait. Même si on... Tu leur laisses un travail, quand même. Non, mais il y a plein d'autres choses à faire. Mais la valeur ajoutée, elle est plus dans le relationnel que dans le communiqué de presse. Elle est plus dans la connaissance que l'attaché de presse a des 8 journalistes qui correspondent exactement à votre problématique et pour lequel il y a un bon timing pour les approcher etc., que de dire, regardez, j'ai un fichier de 2000 journalistes. Ça ne sert à rien. Moi, je me souviens du jour au lendemain, le jour où il existait un truc auprès des services du Premier ministre qui s'appelait le SIG, le service d'information du gouvernement, et qui publiait un annuaire des journalistes tous les ans, le Média SIG. Alors c'était un truc super pour les attachés de presse, parce que vous étiez attaché de presse débutante, ça coûtait 60 €. Alors vous aviez toutes les rédactions de France. Moi je me souviens le jour où mon nom est arrivé dans le Média SIG, du coup, je me suis retrouvé face à une boîte mail qui ressemblait à une... Enfin c'était Mordor quoi. Et avec 2/3 de choses qui n'avaient aucun rapport, qui étaient totalement... Enfin, que j'ai mis au spam de manière progressive, ça n'a aucun intérêt, ça provoque que de l'aversion, à la limite. Donc, cibler, si vous voulez le faire vous-même, c'est possible, mais ça va vous prendre un temps fou. Ciblez à la limite les journalistes que vous lisez régulièrement et dont vous aimez la plume et l'angle. Si vous voulez le faire de manière plus structurée, allez voir une agence ou une attachée de presse, parce que... Alors là, il va falloir que Natacha se bouche les oreilles. Toutes les attachées de presse ou toutes les agences ne sont pas bonnes pour tout. Elles ne sont pas interchangeables. Il y en a qui, sur
votre niveau de maturité, votre type de produit, votre moment, en fait, seront plus pertinentes que d'autres. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont approché en disant « Ah, je lance ma start-up, chez qui, dans quelle agence il faut que j'aille ?» Je recommandais pas toujours les mêmes, parce que ça dépendait vraiment de, voilà, est-ce que c'est un objet connecté, est-ce que c'est un service SaaS, est-ce que vous avez démarré il y a 3 mois, est-ce que vous êtes prêt à lever, est-ce que vous avez levé, vous allez lancer votre deuxième produit et vous allez à CIS, etc. À quel public vous parlez aussi, puisque on n'a pas le média, des attachés de presse, je pense, sont dédiés à certains types de médias. Parce que Natacha, tu peux peut-être nous parler un peu de la sectorisation. Toi, tu as certains types de médias auxquels tu parles et pas d'autres du tout. Ah oui, il y a trop de médias pour qu'on puisse tous les connaître et trop de journalistes pour qu'on puisse tous les connaître aussi. Donc on est très sectorisé, en fait, qu'on soit freelance ou dans une agence, c'est la même chose. On a tous nos secteurs, en fait, d'activité de prédilection. Et par exemple, en fait, nous, on est spécialisé sur tout ce qui est tech, IT, IA, cybersécurité, B2B plutôt. On est un peu moins B2C. Et effectivement, quelqu'un qui veut lancer un nouveau parfum, il va pas venir nous voir nous, en fait. Il va aller voir une autre attachée de presse et ce sera pas les mêmes médias. Et si vous me demandez demain d'être visible dans Elle ou Cosmopolitan, je sais pas faire, en fait. C'est pas que je sais pas faire, je sais faire. Mais ça va prendre du temps, en fait, de nouer des relations suffisamment, en fait, de confiance avec les journalistes et les rédactrices de ces magazines. Enfin, c'est souvent des femmes, hein, c'est pour ça que je parle au féminin. Du coup, pour qu'elles aient confiance dans l'information qu'on leur envoie. Et parce que en fait, les journalistes sont des gens qui reçoivent des emails, comme disait Cédric, et que pour qu'ils aient envie de l'ouvrir, il faut soit qu'ils connaissent la personne qui leur envoie cet email, soit que le sujet du mail soit vraiment fracassant et extrêmement percutant pour eux, pour qu'ils disent « Ah oui, là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant pour moi ». Donc en fait, il y a encore beaucoup d'humains dans ce travail-là, de la relation avec les journalistes. En fait, il y a de l'humain, il y a beaucoup de techniques. Tu l'as dit, le mot, c'est confiance. Moi, il y a des personnes que je décroche et il y a des personnes que je décroche pas. Donc voilà, Natacha, elle m'envoie un message, je vais la décrocher. Sibylle de Villeneuve chez Raoul, je vais la décrocher. Et d'autres agences dont je tairai le nom par Charité Chrétienne, je ne les décroche jamais, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est un point important. Il faut savoir que cette confiance, il faut l'établir, l'entretenir. Moi, je vais juste donner une astuce. Donc, bien entendu, des baroudeurs comme Cédric, ou un petit peu moi, plus modestement, on va être peut-être un peu moins accessible, mais je tiens à vous dire que c'est pas si vrai que ça. Je pense que pour tous ceux qui nous connaissent, ils savent que dès qu'on peut donner du temps et écouter, on est là, on est présent. On est d'ailleurs très supportif, un journaliste et pas simplement quelqu'un de ultra critique, surtout dans le domaine de la tech. On est tous des passionnés, donc on aime à la fois ce que vous faites et souvent les personnalités qui sont les vôtres. Mais mon petit conseil, surtout pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement un réseau et des finances qui leur permettent d'accéder à de très belles agences, c'est tout simplement d'essayer d'identifier de jeunes journalistes qui travaillent dans les rédactions, que ce soit aux Échos, à la Tribune, chez French Web, chez Madines ou en télévision, d'identifier ces journalistes, d'essayer de comprendre justement ce qu'ils font, comment ils se développent et d'essayer à leur contact. Alors effectivement, on est tous parfois occupés, mais souvent quand on est sur les événements comme aujourd'hui, on est beaucoup plus disponible. Donc ne pas hésiter à essayer d'en spotter un ou deux qui vous intéressent en particulier. Et ils vont pas le prendre mal. Hein. Il y a une dimension transactionnelle entre nous. Il y a aucun problème là-dessus. Et justement, se découvrir, entretenir des relations au fil des années qui seront extrêmement profitables. Je vais donner un exemple. Cédric Ingrand, c'est le seul mec que Larry Page appelle quand il est en France. Je le dis parce que je l'ai vu de mes yeux vrais. C'était Sergey Brin. C'était Sergey, excuse-moi. Il y a un historique. Il se trouve que Sergey Brin, cofondateur de Google, il est venu la première fois quand ils ont fondé Google France en 2003-2004. Et il se trouve, encore une fois, une histoire de relationnel, que le premier attaché de presse de Google, qui est maintenant patron de Google Ventures, était aussi de l'attaché de presse avant d'un petit logiciel de crypto qui s'appelait PGP. Et moi, j'avais fait un papier sur lui, c'était il y a plus de 25 ans. Et donc, seul journaliste en France qui connaissait, c'était moi. Et il me dit, je viens avec Sergey Brin. Donc, j'ai dîné avec Sergey Brin. Enfin, je l'ai emmené dîner chez une amie. Et
15 ans plus tard, quand Sergey Brin s'est trouvé à Paris et a dit est-ce qu'il y a un journaliste qu'il faut que je voie, c'est-à-dire comme a dit alors plutôt Cédric donc. Et c'est géré. Voilà. Et donc ça c'est le produit du relationnel. Ce que je vous dis, c'est juste une question de timing. La chance a de toute façon un impact sur vos métiers comme sur les nôtres. Moi je voulais vous donner un petit hack, parce qu'il faut toujours donner un petit hack. Les journalistes sont pour eux, le mail, c'est Némésis, c'est-à-dire c'est Sisyphe poussant sa pierre. Il y en a qui sont à 300, 400, 500 mails jour. Bon. Oui, c'est 500 communiqués de presse par jour, c'est pas une blague. Hein. Non, en non, période non. forte, on peut monter à 800. Voilà. Donc autant vous dire que tous ceux où vous êtes... Veille de CIS. On a la meilleure start-up du monde, on sera au CIS ou on sera à Vivatech, venez nous voir. Voilà, c'est l'enfer. Et Soignez même quand bien on n'est vos plus dans le titres. milieu, on continue à les recevoir. Donc on a une boîte mail qui est morte. Soignez bien les titres de vos mails parce qu'en gros, vous avez les 6 premiers mots pour convaincre. Non, le hack, c'est pas ça. Le hack, c'est justement de se détourner du mail. Et c'est un truc dont je me suis aperçu un jour à TF1 il y a quelques années, où avec le temps, parce que j'y étais longtemps, évidemment, on recevait de moins en moins de courriers. Au début, on recevait plein de courriers, voire même des fax, ça c'est très longtemps. Et puis, on s'est mis à recevoir beaucoup moins de courriers. Et du coup, un jour, on est venu poser sur mon bureau une enveloppe rouge. Et dedans, c'était un communiqué de presse. Et ben, je me souviens plus qui. Alors c'est dommage, je me souviens plus qui avait fait ce truc, mais c'est un hack. Ça leur a coûté quoi, 2 € d'imprimer un truc et de le mettre dans une enveloppe, avec en plus une adresse manuscrite sur l'enveloppe. Donc ça coûte du temps. Et un timbre de collection, non ? Non, même pas un timbre de collection, un joli timbre, enfin peu importe. Et tout à coup, en gros, ils avaient acheté l'assurance que j'allais ouvrir l'enveloppe. Et y consacrer un peu de temps. L'histoire ne me rappelle pas exactement ce qu'il y était à l'intérieur. Je ne sais pas si j'en ai fait quelque chose, mais en tout cas, j'y ai dédié beaucoup plus d'attention que sur un email blasté. Alors j'imagine qu'ils n'ont pas fait ça dans 40 rédactions, mais c'est un petit hack, ça coûte pas cher, et tout à coup, le premier des enjeux, c'est quand même d'arriver à sortir du lot, et ça vous fait sortir du lot sans avoir à vous payer un événement à Station F, quoi. T'es en train de dire ça pour nous? Non, pour tous les gens. Non, mais quand vous n'avez pas besoin d'être à l'échelle d'un OVH Cloud. Non. Et un jour, je vous raconterai comment j'étais le premier journaliste à tourner dans un data center d'OVH. Mais c'est une autre histoire. Avec Octave Clabat, pas loin. Non, alors j'ai posé une dernière question, la question sous. Finalement, combien ça coûte pour avoir justement un attaché de presse de qualité? Parce que souvent, moi, j'ai des services qui me disent on m'a proposé un communiqué de presse à 500 €. Moi, j'ai l'impression de voir qu'il va peut-être y avoir qu'un stagiaire. Et quand on voit que c'est sur la durée, c'est comment on s'engage finalement avec un attaché de presse pour avoir du résultat en sachant qu'il n'y a pas d'obligation de résultat dans le métier d'attaché de presse? Alors, c'est une question difficile parce que effectivement, les relations presse, ça fonctionne bien sur la durée. Donc effectivement, c'est bien de se donner du temps et pas de demander à l'attaché de presse de communiquer sur une actu et puis après de plus parler de vous pendant 6 mois ou 1 an. Mais nous, on calcule en fait, on estime le temps qu'on va passer justement en rédaction et en temps de contact avec les journalistes et en interview, après en staffing d'interview. Et en fait, c'est un taux jour qui varie entre 400, 500 €, qui peut aller jusqu'à 800 € en fait. Donc, pour répondre à ta question, un prix moyen pour une entreprise qui fait des relations presse en continu avec une agence, c'est entre 3 000 et 4 000 € par mois pour une entreprise qui a de l'actu en continu et qui peut en fait communiquer tous les mois. Si on n'a pas d'actu en continu, il faut essayer de créer l'actu donc par des tribunes et du newsjacking en fait, dont on parlait tout à l'heure. L'idéal, c'est d'avoir des clients qui peuvent parler de vous et qui peuvent dire aux journalistes en fait, ce qu'ils font grâce à vous. Mais le coût, en fait, ce que je constate, et surtout avec les startups, c'est qu'il y a beaucoup d'actions en fait, en one-shot sur des communications relativement fortes. Évidemment, la levée de fonds, c'est le moment béni de la visibilité presse parce que c'est presque trop facile. Enfin, c'est de moins en moins facile, mais... Il n'y a pas besoin d'attacher de presse quand vous levez des fonds. On peut se passer... Ça, c'est un autre mais acte. après, on gagne du temps avec une attachée de presse. Mais la levée de fonds, c'est le moment effectivement atypique dont on ne peut pas parler vraiment comme étant représentatif de ce que c'est les relations presse. Donc, le coût, par mois, c'est entre 3 000 et 4 000 € par mois
pour une entreprise qui veut travailler en continu. Donc c'est un gros budget pour une start-up ou une petite entreprise. Mais c'est important, du coup, je pense, à réfléchir. On vous parle souvent du prix de vos infras, d'impacter le pourcentage de clients. La communication, c'est, je sais plus, c'est plus de 20% des entreprises qui décèdent d'avoir une mauvaise communication. Ouais. C'est de l'intégrer aussi à son coût. Vous avez le coût produit, vous avez le coût R&D, le coût salarié. Le coût communication et marketing est souvent enlevé au départ de la création de la start-up. Et je pense que vous devez ne pas vous l'enlever. C'est vraiment important pour la construction. Moi, je vais te faire la d'entreprise. vente des attachés de presse. En fait, Natacha parle de temps passé, etc. C'est pas la valeur de Natacha. La valeur de Natacha, c'est sa connaissance du marché, c'est son réseau, c'est quelque chose qu'elle a développé depuis des années. C'est pas juste les 3 heures qu'elle va passer sur un dossier ou 4 heures ou 5 heures en relation par la suite. Donc ça, c'est le premier point. On peut pas quantifier les prestations d'une agence de relations publiques uniquement sur le temps passé. Il y a des agences qui, Natacha en fait partie, Sybille de Villeneuve chez Raoul en fait partie. Vous avez des structures comme Image 7, j'en parle même pas, où il y a également énormément de valeur. Ils ne sont pas juste payés à l'heure. Le vrai sujet, c'est quel est l'objectif de votre communication annuelle et combien ça va vous rapporter. C'est surtout ça. C'est autant de publicité en moins acheter. Alors là, c'est pas bon pour moi, mais vous inquiétez pas. On sait aussi travailler en bonne intelligence avec les agences qui savent expliquer aussi qu'il y a des opérations qui peuvent monter avec les médias. Donc ça, il y a des modes de fonctionnement qui fonctionnent bien. Mais il faut voir dans les agences un véritable partenaire stratégique et pas juste une petite main qui va vous faire une rédaction de communiqué de presse en tant que tel. Juste sur les levées de fonds, là, je pense que le rôle de l'attaché de presse est relativement faible parce que ça va intéresser, en tous les cas, principalement tous les médias financiers, que ce soit les Échos, CF News, French Web, Madines et Journal du Net, par exemple. Donc là, il suffit de nous contacter. Généralement, j'ai tendance à dire ne jouez pas le coup de l'exclusivité parce que exclusivité, ça veut dire exclusion. Quand vous donnez l'exclusivité à l'un, vous passez pas chez l'autre. C'est comme ça. On n'aime pas passer du temps inutilement sur ce type d'informations qui sont souvent last minute. On le reçoit le soir pour le lendemain matin. Je peux vous dire que ça nous fait chier gravement. Surtout que généralement, c'est juste de la reprise de communiqué de presse. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, les levées de fonds, envoyez-nous les infos quelques jours avant, envoyez-le à tout le monde, mettez un bon embargo. Généralement, on est très respectueux de ce point de vue-là. Par contre, sur le reste, travaillez avec des agences qui vont vous aider à structurer votre communication à l'année. J'ai juste encore un petit point à dire mais qui est très important, qui est sur la manière dont vous communiquez lorsque vous pitchez. Très souvent, je suis capable de décoder la hiérarchie interne de votre entreprise, l'organisation, comment vous fonctionnez les uns avec les autres. Il y a toute une sémantique qui ne nous intéresse pas. Donc, dès l'instant où j'ai le bullshit bingo, c'est-à-dire agile, IA, révolutionnaire, leader, blockchain, effectivement la labellisation EcoVadis ou je ne sais pas quoi. Donc ça fait le bullshit bingo. Plus ça s'aligne, plus ça nous saoule. J'ai juste un truc à dire, vous êtes super bon dans vos domaines. Mais quand je dis super bon, vous connaissez tout. Nous, on a juste besoin de vous entendre parler au quotidien, avec vos propres mots, même si au début, on voit bien que vous transpirez, que c'est pas toujours simple parce que cet exercice de communication, il n'est pas toujours facile, mais on n'est pas des tortionnaires. N'hésitez pas à parler comme vous parlez à vos collaborateurs, comme vous parlez à vos clients. Ne nous balancez pas une série de mots-clés que je ne sais pas quel communicant vous aurez demandé d'aligner. C'est surtout pas ça. Restez vrai, restez vous-même. N'ayez pas peur d'être technique. Nous, on n'y connaît rien, mais on sait restituer, c'est-à-dire qu'on prend des notes. Généralement, on est capable de parler de choses extrêmement techniques auxquelles on n'a rien compris. Mais normalement, si on sait bien faire notre job, on doit être capable de restituer ça correctement et dans des temps records. Donc foncez, restez vous-même sur cette communication parce que trop souvent, on a des interlocuteurs qui... c'est bullshit bingo et je pense que du coup... nous, on s'y retrouve pas. Et puis vous comprenez pas comment on a traité le sujet, parce que du coup, ça parle pas du tout de la manière dont vous communiquez habituellement.
Oui, essayez pas d'écrire vos communiqués de presse en vous inspirant de ceux d'un Microsoft, d'un Salesforce, etc. Vous n'êtes pas la même entreprise, vous n'avez pas la même culture. Écrivez-le à hauteur d'homme, parce que vous avez ce choix-là. Vous n'êtes pas, votre communication, elle passe pas sous les fourches codines de 4 couches de communicants différents, etc., etc. Donc restez vous-même. On aime ça, la singularité. Merci, ouais. Merci beaucoup à vous trois. On va devoir clôturer. Je pense qu'on aurait pu discuter encore plus longtemps. On aurait pu prendre des questions. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a une devant. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Est-ce que vous pouvez être un partenaire et prendre une prise de participation? Les médias. Les médias. Alors, c'est une super bonne question. Alors, ça fait partie dans la liste des choses que j'ai promis que je ne raconterai jamais. C'était le modèle des équivalents de Qui veut être mon associé au début. C'était pour que les startups qui allaient pitcher, on leur disait vous allez nous donner, je sais pas, 2%, 3%, etc. Et ils ont arrêté. Non, là, ça deviendrait incestueux. Enfin, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas. Je ne connais personne qui l'ait fait. Alors le mot incestueux, c'est exactement ça. Donc bien entendu, on serait déjà très riche si on avait investi dans toutes les boîtes auxquelles on croit. Comme tu dis. On a beaucoup d'amis millionnaires qu'on a connus très jeunes, il y a une vingtaine d'années. C'est pas ça pour nous, voilà. C'est pas ça. Oh regarde, j'ai un ami suédois, il va lancer un site de musique. Ah ouais, vraiment un site de musique? Spotify. Daniel. Voilà. Donc non, et ensuite tous les médias qui sont créés sur ça, en fait, il y a eu, je sais plus comment ils appelaient ça, Media for Equity, un truc dans le genre, vous donnez il y a eu des tentations effectivement là-dessus. 3%, et moi je vous donnais en contrepartie de la visibilité sur le site. Non, c'est pas le bon transactionnel. C'est pas, ça peut se faire pour de la publicité, mais pas pour une couverture éditoriale. Exactement. Et encore, c'est tellement compliqué à manier pour le média, parce que celui qui signe avec vous, il y a des gens à qui il doit répondre, à qui il dit bah attends, on leur a filé, je sais pas, équivalent 150 000 d'achat d'espace, mais il y a combien en face? Bah écoute, c'est deux mecs dans un garage, moi j'y crois très fort. C'est comme un incubateur qui vous demande des points au capital. Gardez vos points pour vous, gardez vos points pour vos collaborateurs. Ça aura beaucoup plus de valeur et d'impact sur vos entreprises. Si vous voulez acheter de la publicité, développer des opérations de communication, il y a énormément de choses, de relations à entretenir avec les médias, mais c'est pas à nous de venir nous immiscer dans votre capital. Bon. Écoutez, merci beaucoup. En attendant, si vous voulez passer dans les médias, on a toujours dans le Startup Programme au moins 2 médias qui nous accueillent régulièrement, avec qui on a des beaux partenariats. Et ça ne vous coûte rien, à part de rester client peut-être un jour chez nous.